20 choses étranges qui n'existent qu'au Ghana et qui vont vous surprendre. Au Ghana, les funérailles sont souvent plus élaborées et grandioses que les mariages, et le défunt doit généralement attendre 1 an avant d'être enterré. Dans un endroit où tout, même les pantoufles et les ongles d'orteil, est couvert d'or, il existe une tradition incroyablement absurde de sacrifier des jeunes filles vierges. Rejoignez-moi pour explorer les mystères qui se cachent derrière ces phénomènes. Le Ghana compte environ 10 000 églises, ce qui témoigne de sa riche vie spirituelle. C'est le seul pays au monde où les églises sont ouvertes 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. Les gens choisissent souvent de prier fréquemment plutôt que d'agir naturellement. Espérant que Dieu répondra à leurs besoins, leur dévotion spirituelle se reflète même dans les enseignes de leurs magasins. Imaginez-vous marcher dans une rue et voir des panneaux comme « L'entreprise de la réponse de Dieu », Aséké, la plomberie du Dieu Tout-Puissant ou le restaurant paradisiaque du psaume 23. C'est presque un voyage spirituel en soi. Même les bars et les magasins de bière affichent fièrement des noms à thème chrétien. Reflétant la foi profonde de nombreux Ghanéens, les commerçants ghanéens ne sont pas seulement créatifs. Ils sont aussi stratégiques. Pour se démarquer et éviter les noms en double, ils inventent des titres astucieux comme « L'épicerie, mon ennemi n'est pas le Seigneur » ou « L'entreprise, si Dieu a raison, qui peut avoir tort ». C'est une forme d'art en soi, chaque nom racontant une histoire et reflétant la personnalité et les croyances du propriétaire. Ces noms créatifs sont particulièrement répandus dans les zones rurales et suburbaines, où vous pourriez également trouver des panneaux portant le mot Allah dans les régions musulmanes. Reflétant la diversité du paysage religieux, avez-vous déjà été au Ghana? Que pensez-vous de leur dévotion? Commentez ci-dessous et discutons-en. Maintenant, nous explorons un lieu où l'or est plus qu'un simple métal précieux. C'est un mode de vie. Imaginez une société où porter plusieurs kilogrammes d'or n'est pas seulement la norme, mais une fière tradition. Ici, les hommes peuvent épouser plusieurs femmes sans être jugés, et l'or est tissé dans le tissu même de la vie quotidienne. Rejoignez-nous pour plonger dans le monde fascinant de la tribu Assanté. La richesse du peuple Assanté est profondément enracinée dans son histoire. Ayant hérité d'immenses richesses de ses ancêtres, la région qu'ils habitent est riche en or. Abritant historiquement certaines des plus grandes mines d'or du Ghana, autrefois, la poudre d'or était utilisée comme monnaie, et les dignitaires de la tribu étaient même recouverts d'or pour leur enterrement. L'identification de la tribu est sans équivoque toute personne parée de grandes pièces d'or, pesant parfois plusieurs kilogrammes. Est sans aucun doute un Assanté. En fait, même les résidents de Dubaï, connus pour leur amour de l'or, pourraient se trouver surpassés par l'étalage scintillant des Assantés. L'or symbolise le statut. Le pouvoir est l'âme même de la tribu Assanté. Il sert de moyen de communication avec les tribus voisines et joue un rôle crucial dans leurs interactions culturelles. À ce jour, les Assantes maintiennent une monarchie, et chaque décennie, ils organisent un grand festival où le roi du Ghana est paré d'or si abondant que des assistants sont nécessaires pour soulever ses bras en raison du poids considérable. Cependant, malgré leur or abondant, les Assantés sont souvent confrontés à des pénuries alimentaires. Cela est dû au fait qu'ils échangent principalement de l'or et des biens au sein de leur tribu, ce qui limite leur approvisionnement en nourriture. Vous ne le savez peut-être pas, mais parmi les musulmans du Ghana, la polygamie est autorisée. La loi islamique permet à un homme d'avoir jusqu'à 4 épouses, à condition qu'il puisse les traiter équitablement et subvenir à leurs besoins de manière adéquate. Les chefs peuvent avoir jusqu'à 80 épouses, et les mariages sont généralement arrangés par les parents, le couple se rencontrant souvent pour la première fois le jour de leur mariage. Le divorce est rare, car les deux familles s'efforcent de maintenir l'union, craignant que perturber le monde spirituel ne soit une grave erreur. L'un des aspects les plus fascinants des mariages ghanéens est la tradition de la dot, une pratique symbolique profondément enracinée dans le respect et l'engagement. Dans cette tradition,
La famille du marié présente une variété de cadeaux à la famille de la mariée en signe de gratitude et d'expression de son engagement envers elle. Cet échange peut inclure des articles comme des vêtements, des bijoux, de la nourriture et des boissons, ainsi qu'une somme d'argent s'élevant souvent à plusieurs centaines de cédis ghanéens, ce qui équivaut à peu près à quelques centaines d'euros. La dot sert de gage de reconnaissance et établit un lien formel entre les deux familles. Avant qu'une proposition de mariage ne soit officiellement acceptée, une tradition spéciale connue sous le nom de cérémonie de la frappe à la porte ou kokuko a lieu. Cette cérémonie est une partie essentielle du processus de fiançailles et est remplie de symbolisme et de signification. Au cours de cet événement, la famille du marié rend visite à la maison de la mariée pour exprimer formellement son intention de se marier. Ils frappent littéralement à la porte, symbolisant leur demande d'entrer dans une relation plus profonde avec la famille de la mariée. Ce rituel cherche la bénédiction et l'approbation de la famille, la d'amis de la mariée. Marquant le début du voyage vers le mariage, la cérémonie est souvent accompagnée de la présentation de cadeaux, de musique et de prières, créant une atmosphère joyeuse qui célèbre l'union de deux familles. Les femmes au Ghana ne sont pas seulement affectées par la pratique de la polygamie, mais je vais vous parler d'une ancienne coutume cachée de l'Afrique de l'Ouest, une tradition où de jeunes filles sont offertes en sacrifice, devenant des esclaves des dieux dans le but d'expier les péchés familiaux. C'est la réalité déchirante pour des milliers de jeunes filles en Afrique de l'Ouest. Prisées dans les griffes d'une pratique ancienne connue sous le nom de trokosi, dans les pays du Ghana, du Togo et du Bénin, la coutume du trokosi, qui signifie esclave des dieux, persiste depuis des siècles. Cette tradition consiste à offrir de jeunes filles vierges pour servir les prêtres locaux en réparation d'infractions familiales telles que le vol ou même l'homicide involontaire. On croit que ce n'est qu'en donnant une fille vierge aux dieux que les familles peuvent purifier leurs péchés et éviter le malheur. Des filles aussi jeunes que 2 ans sont offertes, restant en servitude jusqu'à ce qu'elles atteignent la puberté. Lors d'une cérémonie publique, ces filles deviennent liées aux prêtres qui acquièrent un contrôle absolu sur leur vie. Elles sont soumises aux exigences du prêtre à tout moment et doivent servir sans poser de questions ni recevoir de compensation. De manière choquante, lorsqu'une fille trokosi décède, sa famille est responsable de ses frais funéraires et doit souvent offrir une autre jeune fille vierge en remplacement. Ce cycle de servitude se poursuit dans au moins 12 sanctuaires connus au Ghana et dans de nombreux autres au Togo et au Bénin. Les estimations suggèrent qu'il y a près de 10 000 victimes de trokosi aujourd'hui. Dans certains sanctuaires ghanéens, la tradition s'étend sur 5 générations. Les filles vivent en silence, travaillant dur et sacrifiant leur liberté et leur corps pour des crimes qu'elles n'ont pas commis. La peur de punitions sévères les empêche de fuir. Et celles qui tentent de s'échapper risquent des passages à tabac brutaux. Malgré les efforts pour éradiquer cette pratique, elle persiste dans certaines parties de l'Afrique de l'Ouest. En 2024, on compte environ 10 000 victimes de trokosi, avec au moins 12 sanctuaires connus, pratiquant cette tradition rien qu'au Ghana. Et beaucoup d'autres au Togo et au Bénin. Dans certaines régions, la pratique se poursuit sur plusieurs générations. La 5e génération de filles et trokosi vivant toujours en esclavage. Heureusement, de nombreuses organisations et militants travaillent sans relâche pour abolir cette pratique inhumaine. Des réformes juridiques, des programmes éducatifs et des campagnes de sensibilisation visent à libérer les filles trokosi et à les réintégrer dans la société. Ces efforts font lentement la différence, mais il reste encore beaucoup à faire. Nous pouvons tous jouer un rôle pour mettre fin à cette tradition cruelle, en sensibilisant, en soutenant les organisations dédiées à la libération de ces filles et en plaidant pour des protections juridiques plus fortes. Nous pouvons aider à mettre fin à la souffrance des victimes de trokosi. Avant de plonger dans le monde fascinant de la médecine traditionnelle au Ghana, j'ai une demande pour tous ceux qui regardent. Si vous pouvez m'aider, cela ne prend que 10 secondes pour cliquer sur le bouton d'abonnement. Cela aide vraiment notre chaîne à se développer et signifie beaucoup pour nous. En retour,
Mon équipe et moi nous engageons à améliorer continuellement le programme pour vous. Marché conclu. Au Ghana, la médecine traditionnelle est plus qu'une simple méthode de guérison. C'est un mode de vie. Les guérisseurs traditionnels, souvent connus sous le nom d'herboristes ou de médecins traditionnels. Occupant une place vénérée dans la société, ils utilisent une riche gamme d'herbes locales, de racines et de pratiques spirituelles pour traiter les affections physiques et mentales. Ces praticiens ne sont pas seulement des guérisseurs, mais aussi les gardiens d'un savoir ancien transmis de génération en génération. Pour de nombreuses personnes vivant dans les zones rurales, la médecine traditionnelle est la première ligne de défense contre la maladie. Son accessibilité étant scrupée et son coût abordable en font un choix privilégié par rapport à la médecine occidentale, garantissant que tout le monde, quel que soit son statut économique, ait la possibilité de recevoir des soins. Le gouvernement ghanéen a créé le Centre de recherche scientifique sur les plantes médicinales à Mampong, à Kwapim. Cette institution se consacre à l'étude des pratiques traditionnelles et à la recherche de moyens de les intégrer au système de santé moderne. Les festivals traditionnels au Ghana ne sont pas seulement des célébrations, ce sont des expériences éducatives. Ces festivals présentent souvent des démonstrations de techniques de guérison traditionnelles, offrant au public un aperçu de ces pratiques anciennes. Dans des villes animées comme Accra, les marchés de plantes médicinales sont dynamiques et pleins de vie. Ici, vous trouverez une grande variété de remèdes naturels. De remèdes naturels reflétant la dépendance continue et le respect pour la médecine traditionnelle. La sauce palaver est un plat ghanéen par excellence. Ce délicieux ragoût combine les riches saveurs des épinards et des feuilles de taro, qui sont parfois remplacées par des feuilles d'amarante pour une touche régionale unique. Les légumes verts sont associés à de tendres morceaux de viande. Et parfois du poisson séché ou des escargots, cuits lentement avec de l'huile de palme et un mélange d'épices qui crée une symphonie de saveurs. Le nom palaver vient du mot portugais signifiant discussion ou conversation. Selon la tradition locale, ce plat s'était préparé lors de réunions pour résoudre les conflits entre les villageois, ce qui en fait non seulement un repas, mais aussi un moyen de dialogue et de paix. Le secret de la sauce palaver réside dans son processus de cuisson lente. Cette méthode permet aux ingrédients de se mélanger, créant un ragoût riche, copieux et débordant de saveurs. Chaque cuillerée offre un avant-goût de la richesse agricole et du savoir-faire culinaire du Ghana. La sauce palaver est généralement servie sur des aliments riches en amidon comme des ignames bouillis, des plantains mûrs ou du riz. Ces aliments de base absorbent les saveurs de la sauce, rendant le repas non seulement satisfaisant mais aussi profondément nourrissant. Dans les communautés rurales du Ghana, la préparation de la sauce palaver est un événement communautaire. Les familles se réunissent pour cuisiner et partager ce plat, renforçant les liens sociaux et célébrant leur héritage commun. Chaque région ajoute sa propre touche locale à la recette, mettant en valeur la diversité culinaire du Ghana. La sauce palaver regorge de bienfaits nutritionnels. Les légumes-feuilles sont riches en fer et en vitamines. Tandis que l'huile de palme fournit des graisses saines. Sur le plan économique, le plat soutient les agriculteurs et les marchés locaux, car il repose fortement sur des ingrédients frais et locaux. Avez-vous déjà goûté la sauce palaver? Ou avez-vous votre propre version de ce plat délicieux? Nous serions ravis d'entendre vos pensées et vos expériences. Partagez vos souvenirs ou recettes préférées dans les commentaires ci-dessous. Maintenant, je vais vous emmener expérimenter un plat qui non seulement stimule les papilles, mais qui porte également une profonde signification culturelle du Ghana. Nous parlons du légendaire riz jollof ghanéen. Le riz jollof au Ghana est plus qu'un simple repas. C'est un symbole de fierté nationale et la pièce maîtresse d'une rivalité amicale avec le Nigeria voisin. Qu'est-ce qui rend le riz jollof ghanéen si spécial? Demandez-vous. Le secret réside dans sa saveur fumée unique, résultat du processus de cuisson traditionnel. Imaginez ceci, une grande marmite mijotant sur un feu de bois, remplie de riz, de tomates mûres, d'oignons et d'un mélange d'épices riches.
Cette méthode infuse le plat d'un goût distinctif à la fois réconfortant et audacieux. La recette comprend souvent un mélange de légumes frais, de viande succulente ou de poisson tendre, transformant le riz jollof en un repas copieux et savoureux qui ravit les sens. Les Ghanéens sont immensément fiers de leur version du jollof, la proclamant souvent comme la meilleure. La richesse du plat et l'équilibre parfait des saveurs sont des points de fierté nationale, suscitant des débats avec le Nigeria pour savoir qui prépare le meilleur riz jollof. Cette rivalité a conduit à la création de festivals et de compétitions de jollof, où des chefs talentueux et des cuisiniers amateurs présentent leurs compétences culinaires, chacun revendiquant sa version comme l'ultime. La cuisson du riz et jollof est considérée comme une forme d'art au Ghana. C'est une tradition transmise de génération en génération, préservant le riche héritage culinaire du pays. Chaque famille peut avoir sa propre touche secrète, un ingrédient ou une technique spéciale qui rend son jollof unique. En 2024, le riz jollof ghanéen continue de captiver les amateurs de cuisine du monde entier. Si vous êtes impatient de découvrir ce plat délicieux vous-même, vous pourriez vouloir assister à l'un des nombreux festivals de jollof organisés à travers le pays. Ici, vous serez témoin de la passion et de l'habileté qui entrent dans chaque marmite de riz jollof. Le Ghana est un pays où utiliser sa tête signifie plus que simplement penser intelligemment. Cela signifie porter le monde d'une manière extraordinaire. Il est courant de voir des gens, en particulier des femmes, porter un éventail impressionnant d'objets sur leur tête. Cette compétence n'est pas seulement pratique, mais aussi un témoignage de leur force et de leur équilibre incroyable. Des sacs de produits lourds aux grands bassins remplis de marchandises. Les femmes ghanéennes portent sans effort des poids qui nécessiteraient normalement un chariot ou une charge sur l'épaule ailleurs. Équilibrer des seaux, des bassins, des récipients d'eau et même des fagots de bois jusqu'à près de 5 mètres de long. Le tout sur la tête. Et ça ne s'arrête pas là. Les enfants vont à l'école avec leur sac à dos en équilibre sur la tête. Et les ouvriers du bâtiment transportent le ciment de la même manière. Cette pratique est si ancrée dans la vie quotidienne qu'on dit que les femmes ghanéennes ont des têtes et des coups d'acier. Bien que cela puisse paraître sans effort, cette compétence requiert de la pratique et de la force. C'est un peu comme regarder un défilé de mode avec des mannequins qui s'entraînent à équilibrer des livres sur leur tête, mais à une échelle beaucoup plus grande. Cette tradition du portage sur la tête n'est pas unique au Ghana. C'est une pratique répandue sur tout le continent africain. La tête africaine est en effet une merveille, mettant en valeur l'ingéniosité et la résilience de ces peuples. Les femmes ghanéennes ont maîtrisé l'art de l'équilibre, qui n'est pas seulement une habitude culturelle, mais aussi une compétence nécessaire pour naviguer dans la vie quotidienne. Selon les dernières études, environ 80% des femmes au Ghana travaillent dans l'agriculture, où le transport de lourdes charges fait partie des tâches quotidiennes. Cette prouesse physique reste que le reflet de leur travail acharné et de leur résilience. Au Ghana, où les zones rurales représentent plus de 50% de la population. La capacité de transporter des marchandises efficacement est essentielle pour les activités économiques et sociales. Vous vous souvenez peut-être de la danse de la danse du cercueil virale qui a envahi Internet en 2020 mettant en vedette les emblématiques porteurs de cercueils ghanéens dansant sur l'air entraînant d'astronomia. Ce spectacle a recueilli plus de 400 millions de vues, captivant les publics du monde entier. Mais saviez-vous que cette tradition animée vient du Ghana ? Une nation avec une histoire riche et l'un des 10 plus grands producteurs d'or au monde. Au Ghana, les funérailles sont plus que de solennels adieux. Ce sont de vibrantes célébrations de la vie. Selon les croyances locales, l'âme du défunt reste proche de sa famille. Offrant protection et conseil, on pense que danser avec le cercueil aide le défunt à se sentir à l'aise alors qu'il entreprend son voyage vers l'au-delà. Pour assurer un adieu mémorable, les familles engagent souvent des équipes de danseurs et de porteurs de cercueils talentueux. Ces performances, qui coûtent environ 340 €, sont un témoignage de l'amour et du respect de la famille Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le Ghana abrite également un service unique, le deuil professionnel.
Imaginez engager quelqu'un pour pleurer en votre nom, avec des prix variants en fonction de l'intensité de la performance. Les options vont de se tenir debout et pleurer à des démonstrations plus dramatiques, comme pleurer en marchant, pleurer jusqu'à vomir. Ou même se rouler par terre. Plus la performance est poignante, plus les dons affluent pour soutenir la famille du défunt. Au Ghana, les funérailles sont des événements monumentaux, souvent annoncés sur de grands panneaux d'affichage pour attirer le plus de participants possible. Plus il y a de monde, mieux c'est. Des avis de décès colorés, qui coûtent entre 515 € et 2565 €, sont placés stratégiquement pour une visibilité maximale. Les cercueils colorés du Ghana sont très abordables, à partir de seulement 855 €. Les modèles plus élaborés vont de 4 275 € à 12 830 €. Et les Ghanéens croyant que le défunt continue sa profession dans l'au-delà. Alors, ils choisissent en s'acheter des cercueils qui reflètent le métier ou la personnalité de leur être cher. Des cercueils en forme de microphone pour les chanteurs, aux cercueils en forme de piment pour les personnes au tempérament vif. La créativité est sans fin. Pour ceux qui conduisaient des voitures de luxe, un cercueil en forme de Mercedes-Benz symbolise leur statut et leur amour pour l'ingénierie allemande. Les cercueils en forme d'avion sont souvent choisis pour les enfants, représentant un souhait de succès dans leur futur voyage. Ces cercueils vibrants peuvent prendre n'importe quelle forme: maïs, sirène, crevette, crabe ou même poisson géant. Avant l'enterrement, il n'est pas rare que le corps soit conservé pendant plusieurs mois, voire des années, pour permettre à tous les membres de la famille de se rassembler et de participer à la célébration. Un problème troublant se prépare, une inondation écrasante de vêtements, un défi environnemental auquel le Ghana est confronté. Au début de 2024, Ni Ahmad et son équipage de pêche de 30 personnes ont été stupéfaits par une prise inhabituelle, une vague massive de vêtements jetés s'échouant sur le rivage. Ces vêtements, jetés depuis le marché voisin de Kantamanto, mettent en lumière un problème croissant au Ghana, connu comme le plus grand marché de vêtements d'occasion au monde. Kantamanto s'étend sur 7 hectares impressionnants et sert de caverne d'Alibaba pour les amateurs de seconde main, depuis 2021. Le Ghana est devenu le premier importateur mondial de vêtements usagés, la majorité provenant de Chine, du Royaume-Uni et du Canada. Cet afflux comprend non seulement des vêtements, mais aussi des chaussures et des sacs usagés. Imaginez des femmes parcourant jusqu'à 16 km, équilibrant sur leur tête des ballots pesant plus de 66 kg, juste pour livrer ces marchandises aux magasins locaux. Dans ce marché animé, environ 30 000 travailleurs. Des vendeurs aux tailleurs en passant par les porteurs sont occupés. Chaque semaine, environ 6 millions d'articles vestimentaires changent de main. Cependant, une part importante, environ 40%, finit en déchets. Cela pose un grave problème environnemental. Accra, la capitale, dépense environ 427 000 € par an pour la collecte et le traitement des déchets de Kantamanto. Malheureusement, seulement 70% de ces déchets sont gérés efficacement. Le reste contribue à la pollution de l'air et est rejeté dans l'océan, affectant la vie marine. Cette pollution met en danger les tortues de mer, endommage les récifs coralliens et laisse les pêcheurs locaux lutter pour attraper du poisson. De 2010 à 2020, les 10 décharges légales d'Accra ont été submergées par ces déchets croissants et ont depuis fermé. Ce problème persistant souligne le besoin urgent de solutions de gestion des déchets plus durables. L'un des symboles culturels les plus précieux du Ghana, le tissu kente. Ce textile extraordinaire est réputé pour sa gamme éblouissante de motifs multicolores et de dessins complexes. Le tissu kente étant magistralement tissé sur des métiers à tisser à bandes étroites. Un artisanat principalement exercé par les hommes, le processus demande une immense habileté, précision et patience. Traditionnellement,
Le kent était réservé à la royauté et porté lors de rituels et de célébrations importants. Aujourd'hui, il a transcendé ses origines pour devenir un puissant symbole de l'identité africaine dans le monde entier. Le kente est un emblème vivant du patrimoine culturel et de l'artisanat. La fabrication et le port du kente sont imprégnés de tradition et de spiritualité. Chaque pièce représentant un lien avec le passé et une célébration de la fierté culturelle. Le tissu kente a acquis une reconnaissance internationale, devenant l'une des exportations culturelles les plus reconnaissables du Ghana. Son influence peut être vue sur les podiums de la mode mondiale, où les créateurs intègrent les motifs distinctifs du kente dans leurs créations. Célébrant ce magnifique tissu, chaque couleur et motif d'un tissu kente est soigneusement sélectionné pour sa signification symbolique. Par exemple, le noir représente souvent la force spirituelle et la maturité. Le bleu signifie la paix et l'harmonie, tandis que l'or incarne la royauté et la richesse. Maintenant, entrons ensemble dans le monde enchanteur de la musique highlife ghanéenne. Un genre qui a transcendé le temps et les frontières pour devenir une pierre angulaire de l'identité culturelle du Ghana, originaire du début du XXe siècle. La musique highlife est née au carrefour des rythmes traditionnels Akan et des influences musicales occidentales. Ce genre captivant a d'abord pris racine parmi l'élite ghanéenne dans les centres urbains animés. Cependant, ces mélodies et ces rythmes contagieux ont rapidement trouvé un écho auprès des gens de tous horizons, transformant le highlife en un phénomène national, caractérisé par ses cuivres jazzy et un ensemble de guitares qui tissent des mélodies sur des rythmes irrésistiblement dansants. Le highlife est plus que de la simple musique, c'est le pouls de la société ghanéenne. Les sons du highlife résonnent dans les airs lors des mariages, des festivals et de toutes sortes de célébrations joyeuses, où il sert à la fois de source de divertissement et de puissants moyens de communication. Il a joué un rôle central dans la formation de la musique africaine moderne, inspirant d'innombrables artistes et genres à travers le continent. En 2024, le highlife continue d'être une force dynamique sur la scène musicale. Selon la légende Ashanti, le tabouret d'or est descendu des cieux, atterrissant doucement sur les genoux d'Osei Tutu, le premier roi de l'empire Ashanti. Le tabouret, fabriqué en or pur, est censé contenir l'âme du peuple Ashanti passé, présente et future. Il est si sacré qu'il ne touche jamais le sol. Au lieu de cela, il repose sur une plateforme spéciale, toujours soigneusement recouverte d'un tissu protecteur. Le tabouret d'or n'est sorti que lors des occasions les plus importantes, accompagné de processions élaborées menées par des porteurs de confiance. Fait important. Personne, pas même le roi lui-même, n'est autorisé à s'asseoir sur le tabouret, car il est réservé à l'esprit de la nation Ashanti. Le tabouret d'or a été au cœur de nombreux conflits et négociations, servant d'emblème puissant de l'identité et de la souveraineté. Aujourd'hui, la région Ashanti continue d'honorer ce symbole vénéré. En nous plongeant dans l'histoire du tabouret d'or, nous découvrons la riche tapisserie de tradition et d'identité qui définit le peuple Ashanti. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur la culture Ashanti et son histoire fascinante, le musée du palais de Manhia à Kumasi, au Ghana, offre une mine d'informations. Niché au cœur du Ghana, le parc national de Kakoum, l'une des zones de conservation les plus célèbres du Ghana, abrite la renommée passerelle suspendue de Kakoum. Suspendue à près de 30 mètres au-dessus du sol de la forêt, cette incroyable prouesse d'ingénierie s'étend sur plus de 300 mètres, offrant une vue plongeante inégalée sur la forêt tropicale luxuriante qui grouille de vie. La passerelle suspendue de Kakoum fait partie des rares de son genre en Afrique. Elle offre aux visiteurs une occasion extraordinaire de découvrir le vibrant écosystème de la forêt tropicale depuis les hauteurs. La passerelle suspendue est une aventure qui met à l'épreuve le courage même des visiteurs les plus audacieux, alors qu'ils surmontent leur peur des hauteurs tout en se délectant de la beauté à couper le souffle qui les entoure. Le festival d'art de rue Chalwoth. Une célébration extraordinaire de l'art et de la culture qui se tient chaque année dans les rues animées de Jamestown, à Accra, au Ghana. Cet événement unique transforme le quartier historique en une toile colorée.
présentant des peintures murales, des installations et des performances en direct qui captivent des milliers de visiteurs chaque année. Le nom Chalawot, qui signifie mec, allons-y dans la langue locale ga. Le festival vise à repousser les limites, les limites de l'art et de l'engagement public, offrant une plateforme aux artistes pour exprimer des problèmes sociaux à travers leur travail. Au fil des ans, Chalwoté a acquis une reconnaissance internationale, plaçant Accra sur la carte comme un pôle culturel majeur en Afrique. Des statistiques récentes montrent que le festival attire plus de 30 000 visiteurs par an, contribuant de manière significative à l'économie locale et à l'industrie du tourisme. Non seulement cet afflux de visiteurs profite aux entreprises locales, mais il offre également une occasion inestimable d'échanges culturels et de dialogue. Le festival d'art de rue Chalwoté est devenu un phare de créativité et d'unité, reflétant l'impact profond de l'art sur la société et inspirant les gens du monde entier. Le vibrant et enchanteur festival Akwasidae se déroule toutes les 6 semaines. Suivant le rythme du calendrier traditionnel Akan, ce n'est pas seulement un festival, c'est un témoignage vivant du riche héritage et de l'esprit durable du peuple Ashanti. Au cœur du festival Akwasidae se trouve une profonde révérence pour les ancêtres et une célébration de l'unité et du leadership, le roi Ashanti. Resplendissant dans sa tenue royale, fait une rare apparition publique pour recevoir l'hommage de ses sujets. Le festival est animé par les rythmes palpitants des tambours traditionnels et les mouvements énergiques des danseurs. Chaque battement, chaque pas, est un hommage aux ancêtres, invitant leur protection et leur bénédiction pour l'avenir. Les rituels font partie intégrante du festival Akwasidae. Des offrandes de nourriture et de libations sont faites pour honorer les ancêtres, renforçant le lien spirituel qui sous-tend la culture Ashanti. Nichés dans la tapisserie vibrante du paysage ghanéen, les chutes de Oli détiennent fièrement le titre de la plus haute cascade d'Afrique de l'Ouest. S'élevant à une hauteur majestueuse de près de 60 mètres, cette cascade époustouflante était plus qu'un simple spectacle visuel, c'est une partie vitale du sanctuaire de faune d'Agumatsa. Un havre de biodiversité. En vous aventurant dans le sanctuaire, vous serez accueilli par le battement d'ailes d'innombrables papillons et le chant de plus de 300 espèces d'oiseaux, très haut. Des centaines de chauves-souris frugivores ont élu domicile, ajoutant une touche de mystère à la canopée. Ce sanctuaire n'est pas seulement un régal pour les yeux, c'est une symphonie des mélodies de la nature qui vous laissera bouche bée. La randonnée vers les chutes de Oli est une aventure en soi. En chemin, vous entendrez le rugissement lointain des chutes, un son qui vous remplit d'anticipation et d'excitation. À mesure que vous vous approchez, le son montait en une puissante symphonie. Et la cascade apparaît un magnifique rideau d'eau tombant dans une piscine naturelle sereine en contrebas. Ici, les visiteurs prennent souvent un bain rafraîchissant, échappant à la chaleur tropicale dans l'étreinte fraîche de la nature. Mais les chutes de Oli sont plus qu'une attraction touristique. Pour la communauté locale, elles revêtent une profonde signification spirituelle. Les chutes sont considérées comme un site sacré, offrant un réconfort spirituel à ceux qui le recherchent. Niché au cœur du Ghana se trouve le marché central de Koumassi. Célèbrement connu sous le nom de marché de Kejetia, ce marché animé est l'un des plus grands marchés en plein air d'Afrique de l'Ouest. Les vendeurs y proposent un kaléidoscope de produits, du tissu emblématique Kente, connu pour ses motifs vibrants et sa signification culturelle, aux produits frais débordant de saveurs et de couleurs. Vous y trouverez une gamme alléchante de plats cuisinés, de poteries faites à la main et une impressionnante collection de bijoux en or. Reflétant le savoir-faire renommé du Ghana dans les métaux précieux, l'art de la négociation est bien vivant ici. Alors que les acheteurs et les vendeurs s'engagent dans des interactions animées qui sont une caractéristique de l'expérience du marché ghanéen. Chaque transaction est une performance, pleine d'énergie et de respect mutuel. Ce marché est un épicentre social où les nouvelles voyagent aussi vite que le commerce. Les gens se rassemblent pour échanger des histoires et des potins, renforçant les liens communautaires et créant un sentiment d'appartenance.
Géré par des associations locales, la sécurité et l'organisation sont primordiales, garantissant que ce marché densément peuplé reste un environnement sûr et accueillant pour tous. Au Ghana, la cérémonie de nomination traditionnelle, connue sous le nom de outdooring, est un rite de passage précieux pour les nouveau-nés. Cet événement important a généralement lieu le 8e jour après la naissance d'un enfant, marquant son introduction officielle au monde et à sa communauté. Pendant la cérémonie de outdooring, le nom du bébé est joyeusement annoncé à la famille et aux amis. Les aînés et les membres des clercs de la communauté se rassemblent pour accorder des bénédictions au nouveau-né, offrant des prières pour une vie prospère et saine. L'un des aspects uniques de cette cérémonie est l'implication de rituels spécifiques qui ont une profonde signification symbolique. Par exemple, on donne au bébé un avant-goût d'eau et une goutte d'alcool, symbolisant la double nature des expériences de la vie, le doux et l'amer. Le trotro occupe le devant de la scène en tant que colonne vertébrale des transports publics. Ces minibus et camionnettes privées, débordant de couleurs et de personnalités, servant à bien plus qu'à se déplacer. Ils sont une tapisserie vivante de la culture et de la communauté ghanéenne. Les trotros sont ornés de décorations vives et de slogans qui font réfléchir. Ces dictons offrent un aperçu de l'esprit de la nation, mettant en valeur un mélange de foi, de sagesse et d'humour. Que vous naviguez dans les rues animées d'Accra ou les paysages sereins de Koumassi, ces véhicules offrent un aperçu authentique de l'âme du Ghana. C'est ce qui rend les trotros vraiment uniques, c'est leur nature dynamique, sans arrêt formel. Les passagers font simplement signe lorsqu'ils souhaitent monter ou descendre, créant une expérience de voyage fluide et flexible. Ce système n'est pas seulement économique, il est essentiel, offrant un moyen économique pour des millions de Ghanéens de se connecter avec leur communauté. Si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte beaucoup pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran en ce moment. Je suis sûr que vous allez adorer ce contenu. Commentez ci-dessous le prochain pays que vous souhaitez voir sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.